Bien, écoutez, bonsoir et merci d'être venu ce soir au Cube de la part de Nils Asiosmanov, le président de cette honorable institution, Stéphanie Fraisse, qui est la directrice du Cube. Merci d'être venu pour cette soirée qui est une soirée d'amitié franche et chaleureuse pour fêter l'anniversaire de Ted Nelson. Alors le Cube, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un lieu dédié à l'art et nouvelles technologies, un lieu magique avec beaucoup d'expositions. Pardon. I think it's Sophie. Excusez, c'est à la fois mon horloge et mon téléphone, donc j'ai oublié de le garder. Ce lieu est un lieu magique que je vous invite à découvrir à travers l'exposition, à travers le programme. Et en ce qui concerne Ted Nelson, je ne le présenterai pas, c'est Alain Giffard qui va le faire, puis ensuite Ted Nelson va lui-même vous faire, je crois, quelque chose d'assez extraordinaire. Mais il se trouve qu'en rédigeant l'invitation de cette soirée, j'ai trouvé un mot dont je suis assez content parce qu'il a fait mouche. C'est très simple. Pour décrire Ted Nelson, il y a un seul mot, c'est Monsieur Hypertexte. Et ça a fait mouche puisque Libération l'a repris dans un titre du site internet. Monsieur Hypertexte, hein, en France on aime beaucoup les monsieur ceci, les monsieur cela. Ted Nelson, c'est Monsieur Hypertexte. Je vais donc laisser comment va se passer la soirée. Alain Giffard, qui est le traducteur historique, si j'ose dire, enfin historique, le traducteur de Ted Nelson en français, qui a fait un travail remarquable déjà depuis des années, va vous présenter un petit peu Ted Nelson. Ted Nelson va présenter son œuvre et évidemment on aura des questions, on va vous laisser le temps de poser des questions qui seront sans doute nombreuses. Donc je laisse la parole tout de suite à Alain. Avant, je veux dire juste un petit mot. Cette soirée est exceptionnelle. Nous fêtons les 70 ans de Monsieur Hypertexte. Mais il y a quelque chose de vraiment exceptionnel, c'est que Ted Nelson va parler en français, va faire une présentation en français. Et c'est la première fois que, voilà, sous vos applaudissements, comme dirait le regretté Jacques Martin, donc ça, c'est un événement exceptionnel. Et je vous invite d'ailleurs, par la suite, je pense qu'on va filmer plus d'un titre avec plusieurs caméras cette soirée. Le texte de Ted Nelson traduit en français sera, je pense, finalisé assez rapidement. Et tout ça, on va le retrouver comme archive sur Ted Nelson et l'hypertexte. Donc les premières archives véritables en français originel de Ted Nelson. Et merci à Ted Nelson de montrer ainsi qu'il est sensible à la langue française, donc à la France, puisque la langue française, c'est la chose la plus importante que nous ayons chez nous. Et merci de montrer, Ted, ton intérêt pour la diversité linguistique sur les sujets nouvelles technologies, Internet et autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc voilà, j'essaierai de garder un petit peu le cap de cette soirée au niveau du timing. Et donc, je vous redonnerai la parole ensuite pour des questions après le propos introductif d'Alain et ensuite la démonstration de Monsieur Hypertexte. Merci. Merci Pierre, bonsoir. Avant de passer la parole à Ted Nelson, et en guise de présentation ou d'introduction, en réalité ça n'est ni une présentation ni une introduction, c'est plutôt un hommage. Je voudrais en quelques mots m'interroger devant vous sur cette question, ce que Ted Nelson, la personne et l'œuvre nous ont apporté et nous apportent à nous Français qui nous sommes intéressés, nous intéressons à ces questions. Alors pour cela, j'ai choisi 4 traits, 4 entrées. La première entrée, c'est le mot design. Design et designer. Ted Nelson se définit comme un designer, comme quelqu'un qui produit des designs. Avant de faire la connaissance de Ted en 91, j'avais lu un de ses textes qui m'avait beaucoup marqué. C'est un article intitulé « The Right Way to Think About Software Design ». En France, l'emprise intellectuelle de France Télécom à l'époque était telle qu'on continuait de présenter la nouvelle version. À vrai dire, c'était la nouvelle, mais c'était la dernière quand même.
la nouvelle version du Minitel comme le terminal du futur. Mais chez ceux qui, de plus en plus nombreux, pariaient sur le PC en réseau, la plupart étaient fascinés par l'interface et la métaphore du bureau, du desktop. Et l'article de TED, dont le titre était une sorte de détournement de l'article classique de Vannevar Bush, As we may think the right thing to think about software design, s'en prenait précisément à cette métaphore du desktop et s'efforçait de poser les principes d'un bon design dans notre secteur. Nous découvrions ainsi qu'on pouvait opposer à la démarche strictement ingénieriale qui prévalait dans les méthodes de conception ou de conduite du projet informatique une autre approche plus abstraite, plus globale, plus innovante, qui était celle du designer. Plus abstraite, plus globale, plus innovante, mais aussi plus intuitive, plus intellectuelle et finalement plus artiste. Il était déjà difficile de définir en France le design dans le domaine du texte et de l'ordinateur. Je ne suis pas vraiment sûr que nous ayons beaucoup progressé sur ce point. Personnellement, je comprenais le terme à partir de ma formation typographique, mais beaucoup plus généralement comme un équivalent du mot latin « ars », c'est-à-dire indissolublement un savoir, le savoir des arts libéraux, des arts mécaniques, un savoir-faire, une orientation technique, une méthode, et un dispositif qui n'est jamais une simple illustration, une démonstration, une maquette, mais qui est l'œuvre elle-même. Ars, art de la mémoire, ars memoriae, ars legendi, de Saint-Victor, art de lecture, art d'écriture, ars scribendi. Par exemple, la définition du dispositif de Gutenberg, c'est un art d'écrire artificiel. Mais comment ne pas citer la définition que Gutenberg donnait de son travail lui-même, et qui était Kunst und Aventur, art et entreprise. Ou si vous voulez, art et aventure, qui me semble si bien résumer le trajet de TED. Certains auteurs modélisent leurs propres intuitions et leurs conceptions en ce qui concerne les activités intellectuelles, ce qu'on appelle le cognitif, non pas à travers des essais philosophiques ou des énoncés scientifiques, même s'ils écrivent des livres, mais au moyen de dispositifs techniques, des arts. Les arts du grand Raymond Lull, le grand écrivain catalan, n'étaient pas seulement des traités, mais aussi de vrais dispositifs interactifs de mémoire et de rhétorique qui étaient conçus pour fonctionner. Le théâtre de mémoire de Camillo, le chant fleuri de Geoffroy Tory, qui est un vrai traité du design des lettres, tous les deux à la Renaissance, sont aussi de bons exemples. Pour un Français, la notion de design est ici hautement intéressante parce qu'elle assoit et qu'elle centre l'approche culturelle dans un secteur qui est dominé par la fusion de la technoscience et du marketing. Le design, en résumé, fait entrer la culture sur ce genre de problème. Ma deuxième entrée, c'est média ou médium. Il y a une vingtaine d'années, un terme permanent de l'industrie informatique, c'était le multimédia. On entendait, encore aujourd'hui d'ailleurs, on entendait parler de multimédia partout. L'idée qui prévalait était celle que le support numérique permettait de rassembler textes, images, sons, programmes et les différents contenus dont ces textes, images, sons et programmes étaient les matériaux. Ce qu'apportait Ted Nelson était un point de vue, je crois, bien différent. Oui, l'ordinateur en réseau avait la potentialité d'un média, mais ce média serait fondamentalement original, et même originel. Il fallait inventer quelque chose pour actualiser ce potentiel de l'ordinateur et du réseau. D'où sa proposition, à travers Xanadu, de proposer l'hypertexte comme format générique de ce nouveau médium, comme c'est l'idée de l'hypermédia. Alors un mot pour illustrer concrètement l'importance de cette thèse, c'est que la critique que Nelson faisait à l'époque du WYSIWYG, du What You See is What You Get, qui était le thème général, par exemple, d'Apple, lire sur l'écran comme sur le papier, ça revenait finalement à prendre le papier comme modèle
de l'écran, cette critique, c'était la condition de l'ouverture, une condition épistémologique, pour parler de manière prétentieuse, et aussi une condition psychologique et une condition pratique pour que puisse réellement s'ouvrir la question et la pratique de la lecture numérique comme lecture hypertextuelle. Alors aujourd'hui, la plupart des commentateurs chroniquent le rôle de médias de l'Internet et du web. Par exemple, on va commenter la concurrence entre les blogs et les journaux, mais on est encore dans le WYSIWYG. Hein. Ce genre de commentaires sont toujours dans la philosophie du WYSIWYG et ils ne sont pas, ils n'ont pas compris l'hypertexte et sa philosophie. Dans la philosophie de l'hypertexte, on ne peut pas séparer la conception du travail intellectuel, l'hypertexte comme mode d'écriture non séquentielle, la définition que Ted Nelson en a donnée, qui est une définition canonique, l'hypertexte comme mode d'écriture non séquentielle, je dirais comme manière de soutenir sa pensée sans la contrainte séquentielle. On ne peut pas séparer cette conception intellectuelle du design du nouveau médium. Il faut traiter à la fois l'un et l'autre, le plus intellectuel et le plus médiatique. C'est à travers le médiatique qu'on pense l'intellectuel, c'est à travers l'intellectuel qu'on pense le médiatique. Exemple de contresens, Ted Nelson présentait bien Xanadu comme un système de publication, mais cela ne signifie pas, comme nous le voyons sur le web, que la publication très vaguement et très succinctement hypertextuelle de textes qui sont non seulement séquentiels, mais super séquentiels, ultra séquentiels. La plupart des textes d'expression sur les blogs sont de la dinguerie séquentielle, hein, de la rhétorique, de la démonstration. Ils ne sont en rien des hypertextes et tout ça ne peut pas être qualifié d'hypertextuel. Alors c'est une transition, comme je me suis un tout petit peu énervé, c'est une transition toute trouvée avec ma troisième entrée, qui sera le mot critique. Il y a dans l'aventure de Ted Nelson une dimension agonistique et même polémique. Il a critiqué les terminaux passifs et l'informatique centralisée dans Computers Lib. Il a critiqué les mauvais designs, le WYSIWYG, la métaphore du bureau. Il critique aujourd'hui l'orientation du web. Cette critique a pour lui quelque chose, je crois, d'amer, parfois d'usant, et en même temps, pour nous, elle a quelque chose de très précieux. Nous avons besoin de consensus, mais nous avons besoin aussi de dissensus. Nous avons besoin de critique. Or, en général, mais aussi particulièrement en France, le discours ambiant sur les technologies de l'information penche clairement vers un super consensus. Super consensus entre le rapport Nora-Mink, la télématique, et puis les années 90, autour des efforts de l'ingénierie et de l'industrialisme d'État, auxquels on accordait toute notre confiance, et super consensus depuis, en sens contraire, mais dans la direction d'une imitation et d'une adoption de la technologie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Il nous manque le débat et la critique sur la technologie même, le média, le design. Or, je crois que nous ne pouvons pas discuter de tout. On ne peut pas discuter. On discute des droits, des usages, des inégalités, en oubliant de discuter le cœur même de la question, le contenu du médium, qui joue un rôle de plus en plus central dans les relations sociales comme dans les processus d'individuation. Il y a une chose qui a changé depuis ces années où les idées de Ted Nelson ont commencé à être connues des Français. Depuis le milieu des années 90, une génération entière s'est habituée au numérique, au PC, au réseau. Grosso modo, la plus jeune de mes filles, si vous voulez. Les critiques que nous pouvons mener, par exemple en nous appuyant sur les conceptions de Ted Nelson, reposaient à la fois sur une situation ouverte, une situation de pluralisme technologique, diverses pistes technologiques et médiatiques étant possibles, et d'autre part sur notre connaissance des médias et des manières de faire antérieures. L'hypertexte de Ted Nelson ne tourne pas le dos à la littérature, il est au contraire fidèle à l'idée même de littérature. Mais cette génération peut être tentée de considérer les dispositifs actuels, avec leur conservatisme et leur fermeture, comme les dispositifs de référence. Elle peut prendre le mauvais design pour le bon, le pseudo-hypertexte pour le vrai, et être non seulement peu encline à la critique de la technologie,
mais être même privé des moyens de la conduire. C'est donc notre responsabilité de faciliter le dissensus et la critique. Alors par ces quelques mots, je n'ai pas voulu décrire la réception du travail de Ted Nelson en France. Je me suis contenté d'une perspective un peu personnelle. J'imagine que d'autres pourront ce soir présenter d'autres perspectives. Le dernier trait, la dernière entrée, appartient au lexique de Ted Nelson et à notre jargon professionnel ou quasi ou semi-professionnel commun, au jargon de l'hypertexte, c'est le mot transclusion. La première fois que j'ai lu le nom de Ted Nelson, c'était dans une bibliographie de Jacques Virbel, dans un livre de nos amis de Paris 8, je crois que Balp avait pensé venir, qu'il n'a pas pu venir. Voilà. Donc, nos amis de Paris 8, Roger Laufer, qui plus tard a rendu hommage de manière très, très claire à Ted Nelson dans son petit que sais-je sur l'hypertexte. Et c'est là que j'ai vu la première mention dans la bibliographie de Virbel de Ted Nelson. Et j'avais vu, non. Et j'avais été frappé par ce titre, Literary Machine. Literary Machine. Ce livre, le livre des gens de Paris 8, faisait suite à une exposition en 85 à la bibliothèque de Beaubourg. Et plus tard, avec Jacques Virbel, nous avons invité Ted Nelson à venir en 1991 à intervenir comme expert dans le cadre du projet de la bibliothèque numérique, de la grande bibliothèque, ce qui s'appelait à l'époque la très grande bibliothèque. Depuis à cette époque, à de nombreuses reprises, les uns et les autres, nous avons pu repérer ici et là des idées ou des morceaux de réalisation technique qui devaient beaucoup au travail de Ted. Parfois explicitement, d'autres fois sournoisement. J'aimerais définir la transclusion d'une manière que j'espère vous ne trouverez pas trop sentimentale, comme l'amitié entre les textes. Et c'est donc sous le signe de la transclusion que j'exprime à Ted Nelson notre reconnaissance et que je vous demande de l'applaudir. Et d'applaudir aussi Alain pour sa remarquable introduction. Nous allons donc maintenant écouter Ted en français. Je voudrais d'abord remercier particulièrement mes associés les plus proches de 10 dernières années, ma partenaire selon mon corps Marlène Malicote, Andrew Pam en Australie et Rob Smith, mon actuel programmeur en chef. Ainsi que Pierre Delacoste, qui nous a tellement aidés pour prendre des contacts en France, et Alain Giffard, qui a traduit cette intervention pour moi. Je suis désolé, mon accent français est bien supérieur à ma connaissance de la langue. Je serai heureux de répondre aux questions, mais je crains qu'elles doivent d'abord m'être traduites. Je suis un designer et en 47 ans de ce domaine d'activité, j'ai créé seulement 2 designs, mais j'ai travaillé dessus très longtemps et très dur, et j'en suis très fier. Par-dessus tout, je souhaite qu'ils soient appréciés comme des œuvres, des concepts que j'ai très soigneusement élaborés et mis en forme, conçus pour être puissants et simples et clairs et utiles à la vie humaine. S'ils peuvent sembler beaux, ce sera un avantage supplémentaire. Je n'aurai pas le temps d'expliquer ces 2 designs. Aujourd'hui, je me concentrerai sur un seul. Ils sont tous les deux très simples. Je dirais que l'un d'eux est très simple, mais le second fait pour gens aux gens parce qu'il est multidimensionnel et nous n'avons pas le temps pour cela. Je suis très heureux d'être en France, le pays qui accorde le plus d'importance à la culture et la littérature. Je pense que la France ne préserve pas seulement la culture française,
culture universelle, parce que vous vous souciez des idées du monde entier. Comme je crois que vous vous préoccupez de l'humanité entière. Je pense aux Médecins sans frontières, au travail de pionnier de Luc Montagnier sur le virus du sida, qui est d'un intérêt vital pour le monde tout. Je pense à la cinémathèque, qui montre des films de toute origine. Je pense au film Le peuple migrateur, qui n'est peut-être le plus beau film jamais fait, et un film universel tourné dans de nombreux pays. Et bien sûr, au Louvre, la culture française et la culture universelle. Bien sûr, j'aime la manière dont mon travail est apprécié ici. Ailleurs, on m'appelle un chercheur en informatique. Mais ici, la ministre de Culture m'a appelé un philosophe et poète. J'aime espérer que c'est vrai. Et je suis enchanté que la Bibliothèque de France m'ait demandé mes archives. Nous avons une discussion en cours sur ce sujet. L'université de Stanford les a aussi demandées, mais je ne suis pas sûr qu'elle les organiserait selon ma propre conception. Je veux faire la démonstration de mes idées radicales sur le document, sur mes propres archives, pour qu'elles puissent être explorées et travaillées en ligne de manière complètement différente des conventions habituelles. J'aimerais trouver un moyen de travailler en France, par exemple avec la Bibliothèque de France, pour faire la démonstration des différents types de documents électroniques que je crois nécessaires à la littérature, à l'histoire et à la culture bien différente de ce qui est proposé par Microsoft et Adobe, ou Apple, ou Linux. Dans ma famille, la relation culturelle avec la France a toujours été forte. Au début de la Première Guerre mondiale, ma grand-mère vint en France et fit des portraits du président Poincaré. Je ne sais pas comment il a trouvé le temps de poser pour elle, mais il l'a fait. Enfin, j'avais déjà de nombreux héros français. Enfin, j'étais ravi par Cyrano de Bergerac, Cyrano de Rostand, et cette manière poétique d'exprimer mes propres visées d'indépendance. Enfant, j'ai aimé ce grand opéra de Mérimée et Bizet, non seulement à cause de la musique, mais aussi parce qu'il rejoignait mon sentiment d'être taquiné et tourmenté par de superbes filles. Enfin, Le Corbusier était un de mes erreurs. Il faisait partie de ces designers qui disent qu'un bon design devrait rendre la vie meilleure. Enfin, mes grands-parents m'amèneront voir Marcel Marceau, Édith Piaf, Les Compagnons de chansons et des merveilleux films français comme La fille de Puisatier et La cage des rossignols. J'avais le sentiment que la France comprenait et reconnaissait l'amour et l'émotion d'une manière que le reste du monde devrait adopter, mais il ne le fait pas. Enfin, aussi, j'ai été particulièrement impressionné par La Belle et la Bête de Cocteau, qui était si simple, si magique et si astucieusement économe. Plus tard, quand il devint clair que je voulais faire des films, Cocteau était un de mes modèles. Enfin, j'ai connu personnellement un dramaturge français qui s'appelait Louis Verneuil. Il avait écrit 60 pièces en français, mais il en écrit une en anglais pour ma mère, dans laquelle elle la vedette sur Broadway pendant 2 ans. À l'adolescent, j'ai été fasciné par Marcel Duchamp et le mouvement Dada. Je ne savais pas qu'il était notre voisin à New York. En faculté, je lançais un club Dada qui dura quelques mois et publiait un magazine intitulé Nothing. En faculté, je découvris l'œuvre de Marcel Proust.
même en traduction, son style est splendidement fluide. Et le peu de Proust que j'ai lu en français a un rythme merveilleux, même lorsque je n'en comprends qu'une partie. Proust me semble représenter l'essence même de l'artiste et de l'intellectuel. Il avait tapissé sa chambre de liège de manière à pouvoir travailler nuit et jour, alors qu'il était déjà mourant. Il dicta des modifications à la scène de la mort de son personnage Bergotte. Voilà l'amour de la littérature. Récemment, j'ai adopté un autre héros français. Il s'agit de Roger de Lille, l'auteur de la Marseillaise. Comme lui, j'ai été partout pour pousser ma chanson, la chanson d'une nouvelle littérature, une nouvelle et meilleure littérature qui sera peut-être reprise un jour comme la chanson de Roger de Lille. Vous devez savoir que j'ai eu certaines idées avant tout le monde, particulièrement en 1960 et 1961, quand j'ai imaginé l'ordinateur personnel et l'hypertexte en réseau. Pendant les années 60, je disais à qui voulait m'entendre: bientôt, nous lirons et nous écrirons sur l'écran d'un ordinateur interactif. Et nous serons capables de créer de nouveaux types d'écrits qui bifurqueront dans toutes les directions et montreront l'origine des citations. Et tout le monde sera capable de publier et autorisé à citer tout document avec un système de royalty automatique pour l'auteur à l'occasion de chaque lecture. D'habitude, il y avait une longue pause et presque toujours, l'autre personne disait: c'est comme une bande magnétique. Cela me laissait perplexe. C'est seulement quelques années plus tard que j'ai réalisé que j'aurais dû répondre: oui, c'est comme une bande. Ensuite, quand des éléments d'ordinateur personnel sont apparus autour de 1975, les gens disaient: oh, voilà ce que vous vouliez dire. Et je répondais: c'en est une partie. Ensuite, que le traitement de texte est apparu, les gens me disaient: oh, voilà ce que vous vouliez dire. Et je répondais: c'en est une partie. Ensuite, quand le PC d'IBM est apparu en 1981, les gens disaient: oh, voilà ce que vous vouliez dire. Et je répondais: c'est une partie. Ensuite, que le Macintosh est apparu en 1984, les gens disaient: oh, voilà ce que vous vouliez dire. Et je répondais: c'en est une partie. Et ensuite, quand le logiciel HyperCard est apparu sur le Macintosh, les gens disaient: oh, voilà ce que vous vouliez dire. Et je répondais: c'en est une partie. Ensuite, que le World Wide Web est apparu dans les années 1990, les gens disaient: oh, voilà ce que vous vouliez dire. Et je répondais: non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Le problème est de représenter et de connecter des textes. C'est celui de la littérature. La littérature a toujours été connectée, qu'elle soit écrite sur du papier, du parchemin ou gravée sur la pierre. On ne pouvait pas voir les connexions qui n'étaient connues que des universitaires et sophistiqués. Mais maintenant que nous avons des ordinateurs et des écrans, les connexions les plus profondes de la littérature doivent être représentées d'une meilleure manière. Mon objectif a toujours été d'unifier et de résoudre les principaux problèmes de la littérature et des documents
pour le monde numérique. Informatique. Ce sont l'annotation, la connexion, les modifications, le parallélisme, les éléments qui doivent être publiés côte à côte, la gestion des versions, la propriété littéraire, la combinaison des contenus et l'archivage. Tous ces problèmes doivent être résolus en même temps, comme un ensemble, mais pour le moment, ils ne sont pas résolus du tout. À la place, les technoïdes imitant le papier et des méthodes d'une immense difficulté sont produites pour résoudre chacun de ces problèmes séparément. Avec des approches aussi grossières, elles ne peuvent être ni unifiées ni compatibles entre elles. Et par-dessus tout, ces systèmes textuels créent des documents bâtards qui ne connaissaient pas le parent. C'est mauvais pour la compréhension, le contexte, la reconnaissance de l'auteur, l'historique, copyright et le droit moral d'auteur. Il y a de nombreux problèmes littéraires à résoudre et ils nécessitent une solution d'ensemble. OK. Voici mon conception des documents. Ce que vous voyez est Xanadu Space. Merci. Ce que vous voyez est Xanadu Space. Xanadu Space, qui sera bientôt, je l'espère, un produit. Nous voyons ici un document de 11 pages avec les connexions. Nous devons être capables de montrer des milliers de connexions, à la fois de liens et de transclusions, hyperpartage, hypersharing, les sources visibles du contenu. Les rouges sont les transclusions ou hyperpartage. Nous devons être capables d'explorer le document en suivant chaque connexion et en comprenant ce que nous faisons. La mise en parallèle des pages est souvent nécessaire. Il y a beaucoup de structures parallèles dans la littérature, mais nous avons dû le faire entrer les forces sur le papier. Aujourd'hui, elles peuvent être expliquées et visibles. Nous avons ici 2 pages up front et 9 pages dans le back. Et aujourd'hui, elles peuvent être expliquées, explicitées et visibles, comme nous voyons maintenant. Ce document comprend des bandes parallèles avec des relations croisées. Elles sont montrées côte à côte avec les liens bidirectionnels visibles et les identités transclusion visibles aussi. Nous voyons les sources du contenu, des relations abondantes, flinks ou liens flottants, qui peuvent se chevaucher quel que soit leur nombre. Notez qu'alors que l'enchevêtrement général des connexions est impossible à visualiser si nous allons vers la page du début. C'est difficile, non? Mais
nous pouvons voir chaque connexion une par une. Ici. Nous c'est un prototype. Okay. Ici, nous voyons le même passage original ici et la copie ici des transclusions et partage montrant que sont les mêmes. Et pour toutes les origines, c'est possible de voir dedans. Et les autres, les liens, nous voyons ici aussi. Ce n'est pas complètement clair, mais vous voyez que avec chaque change, l'autre page jumps forward et les autres go back. Vous voyez l'origine de cette lien ou transclusion. So, ça, c'est Xanadu Space. Très simple et, I think, très powerful. Cela aura pris presque 50 ans, mais mon équipe et moi sommes enfin sur le point de produire des documents décents basés sur cette structure. Cela peut être un format pour tout média. Comme nous le voyons, le texte est visible directement. Nous pouvons le généraliser en une infrastructure pour des constructions audio et vidéo, des constructions parallèles avec des relations croisées de flux de médias. C'est un format interne pour l'audio et la vidéo, montrant les entrées et les sorties et rendant le tout complètement connectable. Cela peut être la base pour l'audio ou la vidéo ordinaire, aussi bien que pour de nouvelles structures intégrant toute combinaison d'audio, de vidéo et de texte sur de multiples canaux et de multiples écrans. Comment font-ils pour envoyer des fleurs pour fil? Il répondit, tu ne pourrais pas comprendre. Alors, je pensais et pensais et pensais. Je savais qu'il était possible de téléphoner par fil. Il y avait un signal qui représentait la voix par des mesures d'une manière ou d'une autre, et ces mesures étaient envoyées sur le fil. Alors, pour faire la même chose avec une fleur, il fallait d'une manière ou d'une autre l'analyser pour la transmettre. Comment sait-il par envoyer les patins ou plotter les tiges? Très clairement, il devait y avoir une quelconque forme de mesure ou de conversion grâce à laquelle la forme originale était transformée dans la forme à transmettre électriquement. Je ne savais pas quelle forme cela prenait, excepté qu'elle allait sur le fil et avait quelque chose à voir avec l'électricité. Au téléphone, on parlait dans une sorte de micro et cela changeait votre voix en une forme transmissible. Mais comment cela pouvait-il marcher pour les fleurs? La question était quelle forme de conversion était nécessaire pour mettre la fleur sous une forme transmissible. À cette époque, je ne connaissais pas le mot signal. Et ensuite, quelle forme de conversion pourrait retransformer plus tard ce signal en fleur? Est-ce qu'il l'a passé à la moulinette? Il me semblait que pour examiner tous les coins et replis de la fleur, il faudrait la pulvériser en petits morceaux. Et comment ferait-il pour les rassembler après?
d'une manière ou d'une autre, il devait prendre les ingrédients des fleurs comme les ingrédients de gâteau et les mélanger ensemble pour recomposer la fleur à nouveau. J'avais seulement 5 ans et je ne savais pas la différence entre ce qui était possible, légèrement impossible et absolument impensable. En réalité, je ne le sais toujours pas. Même aujourd'hui, il y a tant de choses qui me semblent possibles que d'autres n'arrivent pas à imaginer. C'était ma première recherche sur la structure des données. Et elle présage le type de réflexion que j'allais avoir une grande partie de ma vie en m'efforçant de représenter des choses complexes et subtiles, comme des fleurs, à travers différentes formes d'information transmissible. Comment je fais pour comprendre les interfaces? À partir d'une terrible explosion dans notre cuisine, qui a manqué tuer quelqu'un qui m'était très cher. Mon grand-père aimait les pommes de terre. Il était norvégien. En 1946 ou 1947, alors que j'avais 9 ou 10 ans, il acheta une machine nouvelle splendide qu'il aimait beaucoup en autoclave. Nous avions un des premiers modèles. C'était une marmite en aluminium, très grosse et très lourde avec un gros couvercle. 2 poignées rondes de chaque côté de la côte fermaient le couvercle. Au-dessus du couvercle, il y avait un petit levier reposant sur une soupape à vapeur. Le levier avait un poids qui mesurait la pression dans la marmite et libérait la vapeur quand la pression avait atteint le niveau attendu. Pour cuire les pommes de terre, il fallait d'abord le mettre dans la marmite avec de l'eau, plus fermer le couvercle en tournant les 2 poignées rondes. On faisait chauffer la marmite jusqu'à ce que la vapeur sorte de la soupape. Quand la vapeur s'arrêtait, on tournait les 2 poignées rondes, ouvrant ainsi la marmite et révélant les pommes de terre cuites. Mais, un soir, c'est un terrible souvenir. Mon grand-père oublia de soulever le petit levier qui libérait la pression. Il déposa la grosse marmite en aluminium sur la table et tourna les poignets alors que la pression était à son maximum dans la machine. Il y eut une grosse explosion. Le couvercle épais de l'autoclave vint frapper le plafond où il fit un trou, puis retomba sur le plancher. Au moment où il gélissait, il rata de peu la tête de mon grand-père qui sinon aurait été fracassé. Son visage était recouvert d'une purée de pommes de terre bouillante. Sa vue fut sauvée parce qu'il portait des lunettes. Mon arrière-grand-père nous conduisit directement à l'hôpital dans notre Ford Model A. Mon grand-père souffrait terriblement. L'hôpital était au moins à 1 heure de route. Et pendant cette heure horrible, je maudissais le dingue technoïde qui avait fabriqué une machine aussi stupide. Même un enfant de 9 ans pouvait se rendre compte qu'il aurait été facile de construire de manière à prévenir une telle erreur. Quelques jours plus tard, mon arrière-grand-père, qui avait été professeur de sciences, puis une lamelle d'acier et une balle de tennis découpée en deux pour recouvrir les 2 poignées. Le lamelle d'acier retenait les soupapes, puis que la pièce de mesure s'était cassée contre le plafond.
De cette manière, il était impossible de tourner les deux poignets sans déplacer la pièce et les deux moitiés de balle et laveront la vapeur. C'était si simple de faire un système propre qui aurait rendu un tel accident impossible. Mon grand-père a vécu encore 30 ans, mais nous n'avons pas jamais oublié cette nuit terrible et la tort causée par la stupidité des designers technoïdes. C'était pour moi une leçon sévère. Il y a des gens qui font des designs extrêmement mauvais et on ne peut pas nécessairement faire confiance à ceux qui comprennent le mécanisme pour comprendre les gens qui utiliseront leur produit. Autrement dit, c'était mon première prise de conscience que même si les principes de design des interfaces sont simples, les interfaces designées par le technoïde peuvent être terribles. Comment je suis pour les nouveaux médias? Mon père, après la guerre, revint à New York et entra dans un nouveau secteur qu'on appelait la télévision. Je ne le voyais pas souvent, mais il me laissait visiter ses studios et regarder ses répétitions. C'était un nouveau médium en train de naître. À cette époque, c'était du spectacle en direct. La cassette vidéo n'existait pas. Une nuit, j'étais à la régie quand une des caméras tomba en panne au début du show. Je vis comment mon père pilotait les deux autres caméras à travers l'interphone pour leur indiquer où se placer. Cela sauva le show et quand il fut fini, tout le monde à la régie a applaudi. Cela me montre que les nouveaux médias sont fondamentalement différents que les anciens. La télévision n'était pas le cinéma. Comment j'ai su pour le design? Dès l'âge de 10 ans, j'étais un fan de Frank Lloyd Wright, en particulier de sa maison Falling Water, l'eau tombant. Progressivement, j'ai adopté de nombreux autres héros de design. Parmi eux, Buckminster Fuller, j'adorais sa voiture d'immersion et sa maison d'immersion, et Le Corbusier. Plus tard au lycée, j'en vins aussi à apprécier Bernard Rudowski et le Bauhaus. Il disait tout, que la vie serait meilleure si les objets et les immeubles étaient mieux désignés. Une chose est sûre, la vie est pire quand le design est mauvais, comme avec la terrible explosion de la cocotte qui avait failli tuer mon grand-père. Comment j'ai su pour la réalisation des films? Je voyais un culte au cinéma pratiquement toute ma vie. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la réalisation des films. J'ai beaucoup lu sur la réalisation au cinéma. Quand j'avais 11 ans, mes grands-parents m'amènèrent voir ma mère à Hollywood, où elle réussissait bien. Elle nous amena dans le bâtiment de Fox pour voir tous les corps de vie qu'il utilisait dans le film. Quand j'avais 15 ans, un petit ami de ma mère me donna une copie de manuel de métier du cinéma américain, American Cinematographer Manual, et je l'ai lu entière. Je savais comment chaque effet spécial était créé. Si vous m'aviez décrit quand j'avais 15 ans l'effet de la Matrix Cam, dans lequel une caméra semble se déplacer autour d'une personne suspendue en l'air, je vous aurais dit exactement comment ça marchait. Jumping ahead, I'll show you a bit of my first film while I talk about it. Et comment j'ai su pour la nature du texte?
et de l'écriture. Quand j'avais 14 et 15 ans, je devais écrire de longs papiers pour le lycée et de commencer à ressentir le caractère oppressif du papier. Le papier était une prison que retenaient les idées en détention. Il y avait tellement de papier, tellement de connexions à exprimer. Une pensée pouvait être dans une phrase, une autre dans une parenthèse, une autre dans une note de bas de page. Mais il était impossible de dire toutes les choses qui devaient être dites. Elles devaient être disposées sur une longue séquence et recherchées d'avant et en arrière au lieu d'être reliées par le côté comme elles auraient dû l'être. Le processus d'écriture était d'abord un processus de réécriture. On appelait ce processus de réécriture couper-coller, ce qui impliquait de couper un manuscrit en morceaux et de le recomposer sur la table ou le sol. Plus tard, les technoïdes ont modifié le sens de ce terme et c'est selon moi l'aspect le plus barbare du monde actuel de l'ordinateur, parce qu'il détruit la capacité des gens à s'organiser. Comment j'ai su à propos de la philosophie? Quand j'avais 5 ans, assis dans une barque avec mon grand-père qui ramait, je laissais mon main traîner dans l'eau. Je réfléchissais sur le mouvement de l'eau autour de ma main. Et je pensais à cette disposition de l'eau séparant de part et d'autre de ma main avant de se rejoindre. Phénomène si difficile à visualiser et décrire. Ce problème d'abstraction et de la description est, je crois, le centre de la philosophie et le problème de la visualisation de la complexité. C'est au centre du domaine de l'ordinateur. Plus tard, en faculté, pour un diplôme de philosophie, j'écris un texte long et ambitieux sur l'abstraction, la description et la représentation. Il relance ma réflexion sur ce sujet. En dernière année de faculté, en 1959, j'étais très déprimé. Mon meilleur ami et colocataire venait juste de mourir. D'autre part, je ne savais pas quelle direction donner à ma vie. J'avais déjà obtenu des prix pour des écrits de poésie et de théâtre. J'avais produit un disque longue durée, publié mon premier livre et écrit la première comédie musicale rock du monde il y a 50 ans, en 57. Ainsi, j'étais bien parti dans les médias et le show business. Mon père m'avait proposé de m'aider à commencer une carrière d'acteur, mais je ne pensais pas pouvoir être un bon acteur. D'autre part, j'aimais le monde intellectuel, mais j'avais regardé toutes les disciplines enseignées à Swarthmore. Stop there. À Swarthmore, elle n'avait rien trouvé qui me convenait. Cependant, j'avais déjà le sentiment que je pourrais apporter une contribution importante dans un domaine qui n'avait pas encore été inventé. Mais lequel? Où pouvait se situer? Et était-ce plutôt le show business ou l'université? À la dernière et auquel de deux appartenir? À la dernière question, auquel appartenir, je devais répondre avec beaucoup de force deux fois. Cependant, quand à se décider entre les deux, je n'ai jamais pu le faire. La première réponse s'était présentée juste avant les examens. Je réalisais que j'avais $700 pour faire un film, que je conseille étudiants avec alloué à mon colocataire et moi.
il était décédé, mais il aurait sûrement voulu que je continue. Alors, sans prendre le temps d'écrire un scénario, je rassemblais des acteurs et commençais à tourner. Je leur dis ouvrir la bouche comme des personnages de dessins animés et que j'écrirai le souvenir plus tard. Le scénario plus tard. Certains trouvant ça amusant, d'autres pas. Voilà quelques scènes de mon film d'étudiant, The Epiphany of Slocum Furlow. Mais il y avait une surprise. Tout cela me venait naturellement. Tout cela me venait naturellement. Non seulement je pouvais faire des films, mais celui-là avait une intrigue amusante, beaucoup d'atmosphère et un héros adorable. Je ne sais pas d'où il venait. Ce n'est pas moi et ce n'est pas l'acteur. Il venait de nulle part parce que c'était son histoire. Alors je m'imaginais que mon destin était de faire des films. Malheureusement, je ne pouvais pas quitter l'université pour autant. Pourquoi fallait-il choisir entre les deux? Alors je continuais l'université pour essayer de trouver ma place dans le monde intellectuel. Pendant la seconde année de diplôme, je m'inscrivis à une cour d'informatique et tout devint clair. Dès que je vis les écrans branchés sur les ordinateurs, ça y était. Je compris tout de suite. Voici qui était clair pour moi. L'écran d'ordinateur était un autre genre de film. Un film branché qui pouvait faire n'importe quoi. Et le graphisme numérique n'était rien d'autre qu'un nouveau genre d'effets spéciaux. Au cinéma, les effets spéciaux sont des options de présentation des choses. Vous choisissez l'effet spécial le meilleur que vous puissiez vous permettre. Par exemple, le monstre dans un film intitulé Dark Star n'était rien d'autre qu'un ballon de plage auquel on avait selle de pied. L'ordinateur était une nouvelle sorte de machine cinématographique qui ajoutait de l'interaction, des données et des résultats. L'ordinateur nous proposait une vaste palette de nouveaux effets spéciaux, mais, et seul l'atout, l'intérêt, des effets spéciaux qui seraient utilisés comme les réalisateurs du futur le décideront. L'hypertexte ou écriture non séquentielle était maintenant possible. Cela signifiait que nous pouvions nous évader de la prison de papier. Et comme les réseaux informatiques se développaient, le privilège de publier son propre travail, chose si difficile dans le monde de 1960, allait devenir aisé. Et cela signifiait que les millions de personnes publieraient des hypertextes interconnectés. Ce projet combinait mon ambition et mon idéal. Il n'y avait pas de conflit entre la volonté de créer une compagnie et celle d'aider l'humanité. C'était la même vision. J'avais la vision d'une société qui serait, avec les critères d'aujourd'hui, un peu près Microsoft, plus Apple, plus le World Wide Web. C'était bien sûr possible parce que ces choses étaient en train d'arriver. Mais ce n'était pas possible pour moi. Le problème était que mes idées étaient trop différentes. Aujourd'hui, le monde de l'ordinateur et le World Wide Web est construit de manière complètement traditionnaliste.
la tradition des fleurs, des fichiers morts, grumleurs, lamp files, c'est en anglais, des répertoires hiérarchiques et des pointeurs unidirectionnels. Mes idées étaient inquiétantes et radicales et semblaient ridicules à tout le monde. Et bien sûr que je ne pouvais pas les exprimer avec politesse. Je voulais changer la manière dont l'information était traitée sur les ordinateurs et dans le monde entier. J'étais un radical sur le plan social comme sur un plan intellectuel et je voulais changer le monde dans les grandes largeurs. Je voulais changer la nature des documents complètement. Bien sûr, je voulais briser le système d'édition et d'éducation existant et rendre tout le monde très, très doué. Ce que je croyais impossible dans les systèmes d'éducation existants. Je n'arrivais pas à trouver de soutien. Gates et Jobs et plus tard Berners-Lee ont fait beaucoup de choses que j'aurais voulu faire parce qu'ils réservaient les méthodes traditionnelles sous un emballage cosmétique. Je ne pouvais trouver ni soutien ni travail dans le secteur. Personne ne pouvait croire que je savais ce que je savais, en particulier ceux qui ne le savaient pas eux-mêmes. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais douté qu'il y aurait une industrie de logiciels pour le PC, ni un réseau mondial en hypertexte. Mais je pensais qu'il serait de loin supérieur à ce que nous avons, jusqu'à maintenant. Je me suis représenté mon propre rôle comme l'équivalent d'un cinéaste dans le domaine des logiciels, un directeur, d'un designer de logiciels. Cependant, c'est un rôle qui n'est pas reconnu dans le secteur. Je me méfiais aussi des soutiens financiers parce qu'ils ne manqueraient pas d'avoir leur propre agenda. Et Gates et Jobs n'avaient pas de fins financières. C'est l'importante chose. J'ai donc travaillé avec J'ai donc travaillé avec les programmeurs individuels qui croyaient en mes idées, et il y a pas mal d'histoires tristes, pas mal d'histoires de forever, pour une raison ou une autre. Mais j'ai campé sur mes projets de design et maintenant nous pouvons les voir. J'ai deux principaux designs, Xanadu Space, que vous savez voir, et aussi, je vous montre, this, and then we have to do this. Oh, here we go. C'est les différents systèmes. C'est une exposition de chimie par mon ami Adam Moore. I'll show you little parts of it. Tout le chimie dans mon système Zigzag, chimie. Zigzag, c'est un système pour toutes les petites pièces d'information. Le second design Zigzag qui vise à s'occuper de cette multitude de petits sujets que nous devons traiter, une nouvelle sorte de base de données interactive. Ici, pour la démonstration, nous voyons un exemple des principes de chimie. Je crois que le monde serait beaucoup mieux aujourd'hui. Mieux gouvernement, mieux recherche, mieux littérature, si mes idées avaient rencontré le succès plus tôt, au lieu de cette reprise répétitive des traditions
technoïde. Mais je suis encore ambitieux. Mais je suis encore ambitieux. Je crois que le monde d'ordinateur n'est pas fini et qu'il y a encore une chance pour une nouvelle. Il y a une chance pour une nouvelle entreprise informatique de style Apple, construite cette fois sur des idées réellement nouvelles, plutôt que de trouver un bel habillage aux vieilles idées. Il y a un Français qui a parfaitement exprimé mon point de vue. Que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur, il succombe un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimpé par russe, au lieu de se lever par force. Non merci. Dédié, comme tous ils le font, des verbes financiers. Se changer en profond dans l'espoir d'une devoir aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non merci. Déjeuner chaque jour dans le crapaud. Non merci. Non merci. Non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune. Un tel voyage auquel on pense dans la nuit. Vis-à-vis de soi-même, on garde le mérite. Bref, dédaignant être derrière parasite, d'autres ne pas lâcher, retirer. Ne pas monter, bien non peut-être, mais tout seul. Thank you for your attention. Pour célébrer un bon anniversaire à Ted et le remercier pour notamment cette séquence de Cyrano de Bergerac. Donc merci Ted Nelson, merci le Cyrano de Bergerac de l'hypertexte. J'espère que vous avez tous reconnu cette partie. Donc vraiment c'était très intéressant et je crois qu'il faut vraiment remercier Ted pour cet effort hein, d'utiliser le français pour exprimer les idées de l'hypertexte qui sont si compliquées. Donc encore merci Monsieur Hypertexte. Dans quelques instants, on va poser des questions. Je pense que vous avez pas mal de choses à poser comme questions. Bon, alors avant de poser des questions, on va d'abord souhaiter un bon anniversaire en chanson. Donc, merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Monsieur Hypertexte. Ouais. Donc, alors, le temps que ce gâteau soit coupé en petits morceaux, ce qui prendra très longtemps, on va donc essayer de poser quelques questions. Et puis ensuite, je pense que vous pourrez tous probablement rencontrer Ted et lui reposer d'autres questions. Donc, je donne la parole à la salle maintenant. Qui veut attaquer? Madame. Bonsoir, merci d'être venu. Je souhaiterais savoir s'il est possible de trouver en open source ou sous vos conditions
votre logiciel Zigzag? Peut-on l'exploiter? Peut-on le trouver quelque part? Revoir une démo? Vous avez compris, donc xanadu.com, xanadu.com/zigzag. It's called GZZ. Une autre question. Zigzag comme GNU. En tout état de cause, vous regardez sur un certain moteur de recherche, vous mettez Zigzag et vous allez retomber très facilement sur ce software. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui veut poser une question? De l'eau sur le vent, d'accord. Voilà. Hélène, qui sait parler très bien anglais, qui va dire en français puis ensuite en anglais, d'accord, pour que ne passe pas pour moi. Moi, je me demandais quelle serait la meilleure façon, à votre avis, de résister au modèle dominant. I wondered what would be for you the best way today to resist the dominant model now that you just described. Ça que je fais, un produit contre le système de maintenant. Okay, yes, certainly. Yes. Really what I'm doing is an operating system, but it's put together Zigzag and Xanadu Space, and you have a completely different model without files, without conventional database, all unified. And it is my hope. Okay. A few years ago, we showed the World Wide Web to a gentleman who was in his 80s, and he went out and bought a computer. And a week later, he took it back because it was too hard. There was too much to learn. I want to create a computer world that is not too hard to learn for people in their 80s, but is much more powerful than what we have now. La meilleure façon pour moi de résister, c'est le projet que je mène moi-même, Xanadu, et qui lui-même ne comporte pas de dossier, par exemple, et qui a un système beaucoup plus simple. Et Ted Nelson prend le cas d'une personne âgée qui avait 81 ans, qu'on avait convaincu d'acheter un ordinateur et qui allait le reporter au magasin au bout d'une semaine parce que c'était trop compliqué. Et il pense qu'il y a un moyen de faire des ordinateurs qui soient très simples, même pour des personnes de 80 ans. Thank you. Ça m'est arrivé aussi il n'y a pas longtemps. Une autre question? Oui, monsieur. Oui, Jean Clément de l'Université de Paris 8. Moi, j'aurais deux questions à poser. Une première concernant l'usage grandissant des étudiants du plagiat grâce à Internet et le fait qu'ils produisent désormais, c'est un phénomène qu'on rencontre depuis longtemps aux États-Unis, au Canada et maintenant dans nos universités, ils produisent des mémoires qui sont des copier-coller de textes retrouvés, collectés sur Internet. Bon, alors les universitaires traditionnels s'en inquiètent évidemment. Est-ce qu'on peut imaginer, enfin je crois savoir que vous avez imaginé un système qui permettrait à la fois, enfin, c'est la transfusion, qui permettrait à la fois de récupérer, de réutiliser des fragments écrits par d'autres, de les réorganiser soi-même, sans pour autant que ce soit du copier-coller. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce procédé et surtout votre point de vue sur finalement ce partage de l'écriture, cette réécriture dont vous avez parlé, le fait de se réapproprier la pensée des autres pour produire des textes qui
d'un certain point de vue, peuvent être considérés comme des plagiats, mais d'un autre point de vue, pourraient être une nouvelle forme d'écriture. Bon, et la deuxième question, bon, je la poserai peut-être tout à l'heure, parce que... Oui, voilà. This was my idea from the beginning, that I knew there would be copyright problems in 1960 because I had my own copyright certificates. I knew authors who lived by their work, but on the other hand, I knew the difficulty of copying. So I proposed from the beginning this notion of transclusion, which allows you to see visibly where each thing comes from, and with each portion paid for. Now note that if students do this with visible transclusion, it's no longer dishonest, it becomes research. And it is, of course, a very important and legitimate form of composition. Essayer de traduire, c'est l'idée originelle pratiquement de Ted Nelson, c'est de prévoir un système de copyright à l'intérieur de la transclusion. C'est-à-dire, le système de Ted Nelson n'autorise que la citation que dans la mesure où on cite, on peut suivre la série d'écrivains ou de producteurs de contenu, quel qu'il soit, avec la signature et avec le système prévoit également un modèle financier qui permet de rémunérer ou pas, selon que c'est gratuit ou que c'est payant, la totalité des choses. Donc on est, là je résume si vous voulez, on est dans un système qui est complètement différent de celui de l'Internet, qui, comme on le sait, n'a jamais prévu la rémunération des contenus et qui, au contraire, repose sur la gratuité, entre guillemets. Donc là, Ted Nelson est complètement en dehors de ce que nous connaissons, parce que son système à lui a basé finalement l'hypertexte sur la citation de la bonne source avec le bon auteur et avec la rémunération éventuelle qui va avec. Here is the history of computing. In 1945, they collected lumps of data which they called files, and they gave them names. Then they said, where shall we put all these files? And so they made a tape, and they made a file with the names. That created hierarchical directories and one-way pointers. And everything in the entire computer field is built around the sacred file and the hierarchical directory, which may be okay for programmers, but are not appropriate for human life. And so the World Wide Web simply opened the hierarchical directories on different machines and put lipstick on these hierarchical directories, and they called it hypertext. But it is still a clumsy form of writing, and they made all the problems, they pushed all the problems out to the user, and that has created the industry called content management. Alain va peut-être m'aider si je me trompe, je passe sous son contrôle, puisqu'on va arriver à la notion de grumeau, qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que l'informatique traditionnelle, avec son caractère hiérarchique, que Ted Nelson refuse complètement, avec ses fiches, avec ses noms, fabrique finalement des grumeaux de pensée, ou d'idées ou de textes. Et que donc dès lors, c'est tout à fait impossible de s'y retrouver dans le droit d'auteur, le copyright, etc. Est-ce que tu peux compléter, parce que j'ai du mal comprendre. T'es un peu métaphorique. Non, je crois que Ted Nelson a redonné une histoire de l'informatique de son point de vue depuis le début. Et donc on commence avec des informaticiens, et ces informaticiens ont une conception des datas, des données, y compris des datas textuelles, qui consiste à créer des espèces de blocs. Il a utilisé ce mot de grumeaux, et ensuite, parce qu'on veut faire des traitements, on est au début de l'ordinateur, donc on veut faire des traitements avec ces grumeaux qui sont traités en séquentiel, et on donne à ces blocs de données, on leur donne un nom, et après on les met dans une pyramide hiérarchique. Et c'est la vision du texte qu'a classiquement l'informatique, vision du texte classique de